c'est Hans Marotte qui commencera. Hans est membre du barreau du Québec. Il est également diplômé de l'UQAM. Nous avons fait nos études en même temps. Il est responsable des services juridiques du Mouvement Action au chômage de Montréal depuis 1996. Le MAC est un organisme communautaire d'éducation populaire et de défense de droits en matière d'assurance chômage qui informe et défend les chômeurs et chômeuses depuis maintenant plus de 42 ans. Maître Marotte a représenté plusieurs milliers de prestataires depuis le début de sa carrière et a donné de nombreuses conférences et formations, notamment en droit du travail et en droit social. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Moi, aujourd'hui, j'ai un rôle un peu privilégié. Je ne suis pas universitaire, je ne suis pas éminent juriste, donc j'ai le droit de dire un peu ce que je veux et ça fait bien mon affaire. En fait, moi, ce que je vous amène un peu, c'est l'expérience plus terrain. Hein. Le MAC, nous, on a eu la chance, mes collègues de travail ont travaillé très fort là-dessus, entre autres Maître Jacques Baudouin, Martin Richard, des stagiaires, pour essayer, dans un premier temps, de comprendre c'était quoi cette réforme-là et pour aller voir après c'était quoi qui était pour être comme impact. Et là, on commence à le voir. Évidemment, la réforme est en vigueur depuis janvier. On a commencé à avoir des changements importants, significatifs. Je suis pas ici pour vous dire, avant la réforme, c'était donc beau, puis là, c'est donc de la merde. C'était de la merde, puis c'est encore plus de la merde. Mais je vais quand même essayer de vous installer ça dans une perspective avant-après. Un peu un chômeur qui fait une demande de prestation, à travers quoi il doit passer. C'est pour ça que c'est un peu le titre, là, le parcours du combattant ou de la combattante. C'était un parcours de combattant avant, puis c'en a encore un. Fait que, premièrement, quand le prestataire fait sa demande de prestation, ce qu'il y a de particulier, avant janvier, on lui offrait, en fait, on le forçait à assister à une séance d'information qui, la plupart du temps, était donnée soit par des gens d'Emploi Québec ou des organismes affiliés. C'était beaucoup le communautaire qui sous-traitait ça. Et là, on allait à une séance d'information, on se faisait informer. Voici tes droits, obligations, voici comment chercher de l'emploi. C'était, règle générale, dans une perspective, pour parler en termes Emploi Québec, une perspective de soutien, d'aide, d'encadrement, d'accompagnement. Il y avait effectivement du contrôle, il y avait des problèmes, mais bon, il y avait une espèce de logique de dire on va te donner un coup de main pour que tu trouves un emploi. Là, on avait déjà auparavant une logique d'enquête, mais là, on a vu, en fait, tout dernièrement, puis c'est pour ça que je me suis permis de vous donner un document, là, la procédure qui est mise en place avec la réforme. Vous avez ça à la page 2 de mon document. Pour ceux qui n'en ont pas, il y en a quelques-uns encore là, aux tables près des micros. Le prestataire, donc, qui entre dans la machine, va être convoqué, va être ciblé. On a vu ce matin, là, c'est quoi un prestataire fréquent, c'est quoi un occasionnel, c'est quoi un bon travailleur fréquent. Bien là, vous allez recevoir une convocation très concrète. Voici le processus qu'on met en place. Et là, dans ce document-là, on vous demande dès le début, fournissez-nous vos recherches d'emploi. Et ce qu'il y a de particulier dans ce document-là, si vous regardez à la fin, c'est évidemment, j'ai enlevé le nom. Ben, on a eu des doutes. Est-ce qu'on le met le nom ou pas, là, le nom de l'agent? On ne l'a pas mis. Parce que ce n'est pas l'agent le problème, là, c'est la machine, c'est la structure, mais c'est le Centre de prévention des services d'intégrité. Ça s'est appelé à l'époque enquête et contrôle, ça s'est appelé plein de noms. Ils ont une capacité, eux, d'adaptation ou de changement ou de caméléon. Les noms changent aux 4-5 ans, là, mais grosso modo, c'est des enquêteurs qui vont donner ces séances d'information-là. Donc, évidemment, il y a une logique de contrôle parce que, puis là, je n'entrerai pas dans le détail de quelle sorte d'agent vous avez en matière d'assurance-emploi, là, mais il y en a des meilleurs que d'autres et les pires que d'autres se retrouvent habituellement pas mal tous dans la gang Centre de prévention et services d'intégrité. Donc, ces gens-là sont dans une logique de contrôle. Fait que déjà, en partant, quand vous entrez dans la machine, on vous donne ce message-là. Check-toi parce que nous, on va te checker. Et donc, ça, c'est une première, je dis pas une différence, là, parce que la logique d'enquête était là, mais concrètement, dans la poutine, là, on voit qu'il y a un désir de tout de suite passer le message. Fais attention, on est là. Ça, c'est le premier élément au niveau des séances. Le deuxième élément, c'est au niveau de ce que j'appellerais peut-être les enquêtes musclées. Et là encore, là, je le répète, là, ça allait pas si bien que ça avant, puis ça va pas mieux maintenant. Là. Je suis pas en train de dire que ça allait bien, puis que
c'est rendu catastrophique, alors que, mon Dieu, qu'on était donc bien avant, là. Parce que ce qu'il faut comprendre, dans la réforme, là, il n'y a aucun nouveau pouvoir d'enquête. Il n'y a rien de nouveau. On a vu sortir beaucoup dans les derniers mois, dans les médias, des cas d'horreur. On a vu des directives particulières. On a vu des questions de quotas. On a tout vu ça. Ça existait avant. Ça n'a pas changé. Moi, je me rappelle, là, pour me préparer aujourd'hui, j'ai fouillé un peu dans les archives du Mouvement Action Chômage de Montréal. On avait sorti un communiqué de presse en 1998 sur les quotas. Les quotas ont toujours existé et ils existent encore. Appelons-les cibles, objectifs, etc., là, mais c'est la même logique. Ce qui change par ailleurs, c'est dans l'application. Nous, on a eu des cas, on a eu accès à des directives confidentielles, des documents internes. Je vous en donne juste un exemple. Moi, c'est celui-là qui me fait le plus. Je vais être poli, là. Vous l'avez dit. Je vous remercie beaucoup. Maman va être contente que je n'ai pas à dire le mot « chier ». Excuse, maman. On a un enquêteur qui est sur un dossier. On a un agent payeur enquêteur qui fait un dossier et qui va envoyer un petit courriel à sa boss. Écoute, dans tel dossier de M. X, j'ai accordé les prestations, départ volontaire justifié, il a vécu du harcèlement, ça n'a pas été facile, etc., etc. Sa boss de lui répondre, non, on n'accorde pas. Parce que ce gars-là, ça donne qu'il est autochtone, qu'il est analphabète, il ne connaît pas ses droits, il ne va pas contester. Ça a toujours existé, là. Ça a toujours existé. Mais dans la logique conservatrice, hein, moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas universitaire, j'ai le droit de le dire, là. Dans la logique qu'on veut imposer à ces gens-là dans la machine, c'est de dire, regarde, tu ne poses pas la question. Coupe, puis si jamais il arrive de quoi après, on verra. Quand on regarde les statistiques que plusieurs d'entre vous connaissent, là, il n'y a pas 2 personnes sur 10 qui contestent une décision. Déjà avec l'ancien processus, qui, quant à moi, était très, 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 très bon, qui était très friendly, la plupart des gens prenaient leur trou, se reviraient de bord et allaient pogner la petite jobine. Fait que si on associe cette logique-là de nouvelle définition d'emploi convenable avec la logique d'enquête encore plus musclée, avec un tribunal où les délais vont être plus longs, plus compliqués, plus ardus, ben c'est pas compliqué. Il y a une logique, il y a un but. Ils sont brillants, ces gens-là. Il faut, ben, peut-être pas ces gens-là, là, mais ceux qui rédigent, ceux qui conceptualisent, là, ils sont quand même pas fous. Ils ont une idée derrière la tête, puis ils la mettent en application. Fait que, comme tel, ça n'a jamais rien changé. Juste une statistique là, dans le rapport de contrôle et d'évaluation de l'assurance-emploi que l'assurance-emploi doit faire à chaque année. Là, dans le dernier rapport, en fait, le dernier rapport disponible avant hier, là, parce que le nouveau rapport est sorti hier, je m'excuserai, j'ai pas eu le temps de le consulter, là. Mais dans le rapport qui traitait des données de 2011-2012, il y avait grosso modo, je pense que c'est 1,5 million de demandes de prestations. Et sur ce 1,5 million de demandes de prestations-là, il y avait plus de 500 000 enquêtes. Une enquête, là, pas juste as-tu le bon numéro d'assurance sociale, une enquête. Un enquêteur qui prend ton dossier puis qui fouille la patente. Ça, c'est un taux d'enquête de 33 %. C'est très, très, très élevé. J'ai fait une comparaison. Mettons que si vous êtes une société canadienne qui fait un rapport d'impôt, il y a à peu près 2 millions de rapports d'impôts de sociétés canadiennes par année. Sur 2 millions de rapports d'impôts, il y a 68 000 enquêtes, donc un taux d'enquête de 3 %. Ça, c'est des chiffres qui sont du rapport au Parlement de l'Agence du revenu du Canada pour l'année 2011-2012 ou 2010-2011. Fait qu'évidemment, si vous êtes un chômeur, il y a un petit peu plus de chances que vous soyez enquêté. Puis quand on regarde les chiffres, puis je suis content parce que des fois, moi, je me dis, me semble que je dis n'importe quoi parce qu'on a beaucoup parlé de désinformation. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais semble-t-il que les groupes communautaires, les syndicats, les gens qui représentent les chômeurs font beaucoup de désinformation. Moi, j'avais sorti un chiffre sur les fameuses fraudes. Quand on regarde leurs propres données, on va se fier. Ils sont compétents, ils sont bons, ils ont des moyens. À toutes les années que j'ai vérifié, le taux de fraude, en fait, la dernière année que j'avais disponible, toujours pour 2011-2012, il y avait pour 119 millions de dollars de fraude. 119 millions sur, grosso modo, à peu près 17,5 milliards de dollars de prestations de versées. Moi, j'arrivais à un taux de fraude de 0,68 %. Pas pire. Le vérificateur général vient de sortir ses chiffres et enquêter sur l'assurance-emploi. Évidemment,
pas la première page, mais le titre de l'article qui portait peut-être un peu à confusion. C'était écrit « Le vérificateur général fournit des armes au gouvernement dans le dossier de l'assurance-emploi ». Quand tu prenais à peu près 8 minutes pour lire simplement le sommaire du rapport, tu constatais que, et je cite, « Pour l'année 2011-2012, il y a eu 16,1 milliards de dollars de prestations de versées pour un 110 millions de dollars de fraude. » J'arrive à quoi? 0,68 % de fraude. Je ne suis pas fou. Le vérificateur général arrive à ça. Donc, les arguments qu'on utilise pour imposer ces réformes-là, puis ça, c'est depuis très, très longtemps. Moi, je suis au MAC depuis 94, mais la réforme de 90, de 93, de 96, c'est toujours, il y a deux pôles, il y a deux axes. Il faut qu'on combatte la fraude. Puis deuxièmement, on va soutenir les gens, on va les aider, on va faire en sorte de jumeler les Canadiens aux emplois disponibles. Fait que ça, c'est la logique. Maintenant, si on regarde concrètement, là, mettons la madame qui fait une demande de chômage. Moi, je prends toujours l'exemple du bon chômeur. Il n'y en a pas beaucoup des bons chômeurs selon ce qu'on nous dit, là, mais mettons, tu prends vraiment le bon chômeur. Il est fin, il est gentil, il est antisyndical, il a des préjugés, c'est le chômeur. Ça, c'est un bon chômeur. Mais prenons-le, le bon chômeur. Bien, le bon chômeur, lui, puis vous avez ça à la page 4 de notre document, puis ça, c'est sorti dans le Devoir, vous en avez probablement entendu parler, là. Bien, le bon chômeur, on l'appelle le 26 mars à 16h25, il ne répond pas. On l'appelle le 27 mars à 15h03, il ne répond pas. On le coupe. On le coupe quand? Le 27 mars. On l'a appelé à 15h03. Le temps de rédiger la décision, de l'envoyer. La décision est datée du 27 mars. Nous regrettons de vous informer qu'on ne peut pas vous payer de prestations, vous ne répondez pas au téléphone. Ça, c'est le bon chômeur. Pourquoi je dis que c'est le bon chômeur? Parce que la madame, ça donne que le 26 mars était une séance d'information obligatoire. Ça se pouvait qu'elle ait une bonne raison pour ne pas répondre, parce qu'on lui avait dit, si tu ne vas pas à cette séance-là, on va te couper. Fait que la madame est partie à la séance, puis est allée écouter. Puis dans ce cas-là, c'est presque trop beau pour être vrai, là, c'est arrangé avec le gars des vues. Le 27 mars, elle travaillait. Elle s'est trouvée une petite job, puis elle s'est dit, mais je vais aller travailler, parce que le chômage, il me pousse dans le derrière pour aller travailler. Mais là, juridiquement, là, tu regardes ça, puis tu dis, moi, j'ai 1000% des chances de gagner ce dossier-là. On va gagner, c'est pas un problème. Mais ce cas-là, ça nous a pris, je pense, puis mon collègue me corrigera, là, ça a pris presque 3 ou 4 semaines pour le régler. Parce que quand la madame, elle a appelé le fonctionnaire, puis quand il a dit, regarde, voici ma situation, il n'a pas changé. Ça a pris 3 semaines. 3 semaines sans prestation, là, parce que on te coupe maintenant, on pose des questions plus tard. Parce que normalement, comment ça fonctionne avec les pouvoirs déjà très importants qu'ils ont dans la loi, normalement, on va appeler, puis si ça ne répond pas, on va convoquer. Puis si la personne ne se présente pas, bien là, on va commencer à dire, coudon est rendu où? Puis là, à la rigueur, quand on va finir par mettre la patte dessus, on va lui demander, est-ce que tu as fait effectivement des recherches d'emploi? Mais là, c'est plus ça. C'est vraiment, on tire avant, puis on posera une question après. Avec toute cette logique-là, là, c'est beau, dans une perspective, comme je disais, juridique. Bien, toi, t'es l'avocat qui arrive avec sa valise. Ne vous inquiétez pas, madame, nous allons gagner. Mais la madame a dit, oui, mais ça donne que moi, mon propriétaire, le loyer, ça tombe le 1er du mois à chaque mois. Fait que tu as bien beau me dire que tu vas gagner dans 3, 4, 7 ou 8 ou 14 ou 18 semaines, parce que notre ami M. Corriveau nous a exprimé, là, c'était quoi le tribunal, là? Bien, quand cette personne-là, elle va se faire couper comme ça, bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se revirer de bord, puis elle va peut-être l'accepter, la job, à 70 ou à 60 ou à 50% de son salaire. Et là, la conséquence, bien évidemment, ça va être quoi la conséquence? Bien, ça va être un appauvrissement. Ça va être une perte d'expertise. Ça va être, bien, arrange-toi tout seul. Nous autres, on ne veut pas t'avoir dans notre machine. L'autre exemple de bon chômeur, je les aime beaucoup, moi, les bons chômeurs. Le bon chômeur, vraiment, là, qui a un travail, par exemple, soit saisonnier, ou encore qui a un travail là, cyclique. Hein. Il travaille, par exemple, dans le domaine du cinéma, où il est chargé de cours, où il est brigadier scolaire, où il travaille dans la construction. Et là, lui, il a donc une job normale, entre guillemets, sa job, pour laquelle il est compétent, pour laquelle il a développé une expertise, des fois depuis 10, 15, 20 ans. Puis, il va avoir une période de chômage. Il va tomber en chômage, puis il va chercher de l'emploi. Puis à un moment donné, ça se peut qu'il arrive une opportunité d'emploi. Il va être convoqué en entrevue, puis le patron va dire, écoute, moi, je t'offre un emploi,
Puis là, le gars va regarder ça, puis il va avoir été à une séance d'information, puis on va lui avoir dit clairement, dépendant de sa situation, il faut que tu acceptes 90 ou 80 ou 70 % de ton salaire. Puis le gars, c'est un bon travaillant, puis il a des préjugés chez le chômeur, puis il va dire au boss, moi, ta job, je vais en prendre, il n'y a aucun problème. C'est à 70 % de mon salaire, c'est pas dans mon domaine, c'est pas grave, moi, je veux travailler. Mais, je veux juste être clair avec toi, parce que moi, je suis un citoyen honnête. Moi, je suis un citoyen honnête, puis je veux te dire, là, je commence la job, là, au mois de janvier, là, mais moi, mon patron dans le cinéma, il va me rappeler au mois d'avril. Fait que ça se peut très bien que quand mon patron en cinéma me rappelle, bien, ça se peut que je suis obligé de te dire merci beaucoup, boss, mais là, ma vraie job recommence. Hein? Un bon citoyen honnête. Mon ami Jean-Guy Ouellette l'a dit ce matin, puis il parlait de directives. Là, ben, ils sont là, les directives. Page 5 du document qu'on vous donne, le guide de la détermination de l'admissibilité. Ça, c'est l'outil que le fonctionnaire doit utiliser quand vient le temps de dire « je paye-tu, je paye pas ». Ben, dans ce petit document-là, là, au chapitre 9.2.3, troisième paragraphe, on dit aux 2 dernières lignes que justement, quand tu vas être honnête avec un éventuel employeur, ben, même si c'est par souci d'honnêteté qu'une personne décide de révéler ses intentions futures, il n'en demeure pas moins qu'il y a refus d'emploi. Fait que tu fais quoi? Tu es en chômage, tu es un bon citoyen, tu veux être honnête, tu peux pas. Tu fais quoi? Hein? On te remet sur les épaules la responsabilité de gérer ce problème-là. Parce que si cette information-là vient aux oreilles du fonctionnaire, bien, le fonctionnaire va dire « je suis désolé, c'est un refus d'emploi ». Puis un refus d'emploi, comme on l'a vu ce matin, bien, c'est de 7 à 12 semaines de pénalité. Fait qu'à partir de là, il faut comprendre que la logique derrière les anciennes réformes, la logique de cette réforme-là, que ce soit au niveau de l'emploi convenable, que ce soit au niveau du tribunal, c'est vraiment d'exercer clairement une pression sur le travailleur pour dire, garde, il y en a une job là, prends-la. Fait que les conséquences, évidemment, sont nombreuses. On en a parlé brièvement ce matin. C'est un appauvrissement des gens. Les gens vont être obligés d'accepter ça. Il y a aussi une perte d'expertise importante, oui, pour l'entreprise, l'industrie, mais perte d'expertise importante pour le travailleur. Un travailleur qui a développé une expertise pendant plusieurs années, puis qu'à un moment donné, dans son CV, il commence à avoir des trous qui ne correspondent pas à son expertise, bien, à un moment donné, quand il va vouloir revenir dans le domaine pour lequel il est bon puis il est compétent, bien, ça se peut que le boss dise « Coudonc, toi, ça fait 3, 4, 5 ans que tu n'as pas travaillé là-dedans, es-tu encore capable? » Et donc, ce travailleur-là, par ailleurs très formé, très compétent, très expérimenté, va tranquillement être condamné à accepter des emplois qui ne correspondaient pas nécessairement à sa compétence, à sa formation, à son expertise. On a aussi un phénomène qu'on commençait à voir, mais que nous, on pense qu'on va voir de plus en plus souvent, avec toutes les mesures de contrôle, avec les quotas. Les quotas ont toujours existé, mais les quotas sont peut-être plus appliqués, on le demande peut-être plus aux agents. Bien là, il y a un phénomène qu'on commence à voir qui s'appelle l'auto-exclusion. Des gens à qui t'expliquent comment ça marche, la business, puis qui se disent, moi, c'est pas vrai que je vais vivre ça. C'est pas vrai que je vais embarquer dans cette logique-là, que je vais être contrôlé, que je vais être pogné pour accepter n'importe quel job. Je m'auto-exclus. Je ne fais pas de demande de prestation. Bien, ça, c'est un problème. Déjà, dans toutes les réformes successives qu'on a vues dans les, mettons, minimum 20-25 dernières années, on a vu le taux de couverture réduire de 85 à peut-être 50 %. Donc, déjà, la loi fait en sorte qu'objectivement, il y a une quantité impressionnante de cotisants qui n'ont plus droit, légalement parlant. Mais là, l'autre chose qu'on commence à voir, c'est une auto-exclusion, de dire, bien, moi, j'ai travaillé, j'ai cotisé, j'aurais un droit, mais je ne l'exerce pas. Moi, pour moi, c'est grave. Là. J'ai beau dire que je ne suis pas un éminent juriste et tout ça, là, mais la notion de droit est importante. Tu as un droit, puis on n'en a pas nécessairement tellement en matière d'assurance chômage. Tu l'as, puis tu décides toi-même de t'exclure. L'auto-exclusion va peut-être aussi se voir, ça c'est un discours qu'on voit aussi, au niveau de la marde. Moi, je vais travailler en dessous de la table. Ça me tente pas de cotiser puis de payer alors que j'aurai probablement pas droit ou que si j'ai droit, ça va être un parcours très difficile. Ben, moi, me débrouiller tout seul. Je vais moi-même m'arranger pour travailler en dessous de la table, travailler au noir avec toutes les conséquences potentiellement
funeste que ça amène. Tu n'as aucune protection. Tu n'as plus l'accès à RRQ, tu n'as plus de protection au niveau de la CSST. Mais ce discours-là, on l'entend de plus en plus souvent. Puis ce discours-là aussi amène à une autre chose dont on a parlé ce matin, Jean-Guy Ouellette en parlait, une désolidarisation. Moi, je ne veux plus payer. Je veux me débrouiller tout seul. Moi, m'être capable, je me fais tellement avoir avec ça que je vais moi-même me débrouiller tout seul. Et ça, quant à nous, c'est la pire des solutions. Puis c'est, je pense, beaucoup ce qu'ils veulent. Ils ne le diront pas, là, mais ça pourrait beaucoup faire leur affaire. Parce que si jamais on veut espérer des améliorations ou des gains ou un régime digne de ce nom, ben on n'aura pas le choix que de se solidariser. Et là, dans le régime même, il y a des outils, des moyens qui vont tranquillement faire germer dans la tête du monde. Moi, je vais me débrouiller tout seul. Hein? L'idée que le capitalisme nous vend de dire si tu es dans la merde, c'est de ta faute, si tu réussis, c'est grâce à toi. Bien, tout ça, c'est dans le régime, très habilement ficelé. Fait que c'est pas nécessairement un constat très, très, très jojo. Évidemment, nous, on est dans la mobilisation, on est dans la solidarisation, on est dans la lutte. Il y a un grand, grand, grand travail qui se fait de ce côté-là. Il faut le continuer. Puis moi, j'aurais le goût de vous laisser, là, parce que ça fait plusieurs mois, moi, que j'essaye en vain, parce que je dois faire peur, je sais pas, mais j'aimerais ça débattre avec ces gens-là. Juste s'asseoir, puis jaser. Tu sais, juste jaser. Fait que je vais me faire leur porte-parole, là, parce qu'ils disent des choses, ces gens-là. Là. Fait que vous avez à la page 1 des citations. Là, et c'est d'une candeur merveilleuse. Puis là, il y en a une que je sais par cœur, que j'adore dire. Là, nous voulons nous assurer que les McDonald's de ce monde n'aient pas à faire venir de travailleurs étrangers temporaires pour faire le travail que des Canadiens sur l'assurance-emploi ont les compétences de faire. C'est ça. Madame a dit ça aussitôt que le 21 mai 2012, je pense que c'était au poste CEPAC, le poste du Parlement, ça a été repris par Le Devoir. C'est ça, la réforme. C'est simple, c'est clair, c'est net. Puis, dernièrement, à l'émission des hôtels aussi, où le journaliste posait la question, écoutez, madame, vous êtes-vous en train de nous dire qu'une prof qui commence, qui est là depuis 2-3 ans, puis qui a des petites charges, mais qu'en même temps, elle a un job au restaurant parce que c'est une étudiante, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'elle devrait laisser de côté l'enseignement, puis travailler à temps plein au restaurant? Et la ministre de répondre, ben oui, c'est le choix qu'il faut faire. Fait que c'est la ministre des Ressources humaines. Il ne faut jamais l'oublier, les mots sont importants. Mais l'humain, dans ces réformes-là, depuis 25 ans au moins, puis particulièrement dans celle-ci, il est complètement enlevé de l'équation. C'est l'économie, point. L'humain au service de l'économie, plutôt que, quant à moi, le contraire. Et c'est à peu près le constat qu'on avait à vous faire, là, le plus concret au niveau de la pratique qu'on a eue dans les derniers mois. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci.